L'objectif de cette dernière session va être de traiter de la question simple des nouvelles frontières de l'anticipation, en essayant de reprendre un certain nombre d'éléments dont on a déjà assez largement discuté, non seulement hier en l'appliquant sur la prospective des modes de vie, mais aussi aujourd'hui avec les différentes sessions que nous avons eues, donc ce matin sur l'IA, le big data et la façon dont cela pouvait renouveler les méthodes de prévision. La table ronde également sur le design et la façon de rendre des futurs plus désirables, plus appropriables. Et puis enfin cet après-midi, dans la table ronde, dans la session sur les écosystèmes que normalement je n'ai pas besoin de rappeler puisque vous venez d'y assister. Ce qui va nous intéresser dans cette session finale, c'est évidemment non pas de porter un discours définitif sur ce que peuvent être les enjeux aujourd'hui de la prospective, mais d'essayer de savoir à quel défi elle est confrontée. Alors la prospective, en soi, ce n'est pas un objectif. La prospective, c'est un moyen. Donc il ne faut pas qu'on ait un discours trop méta, physique sur la prospective. Notre objectif, c'est bien d'essayer de voir comment on réussit à intégrer dans nos décisions, dans nos actions, des enjeux de long terme. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à transformer le futur en donc développant des actions présentes? Comment est-ce qu'on intègre donc notre réflexion sur le futur dans les actions que l'on mène au quotidien ou aux décisions que l'on peut prendre là aussi dans nos organisations ou dans nos vies quotidiennes. Donc c'est cette question-là qui va nous intéresser. Et peut-être en introduction, ce qui, moi, me frappe de plus en plus, c'est qu'on a aujourd'hui finalement une multiplication des discours sur le futur. Contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, on n'est pas du tout dans le no futur, on n'est pas en tout cas dans l'absence de discours sur le futur. On n'a jamais eu autant de discours sur le futur. Il me semble qu'on se préoccupe aujourd'hui, peut-être plus que jamais, du futur. En tout cas, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si ça veut dire qu'on s'en préoccupe, mais on en parle beaucoup. Alors on en parle beaucoup, on en dit beaucoup de choses, alors surtout poussé par les problématiques climatiques et environnementales, mais pas uniquement. Et puis à côté de ça, on a peut-être un sentiment qui est un relatif sentiment d'impuissance face aux événements. On parle beaucoup du futur, mais finalement, quand on essaye de s'intéresser à ce que l'on peut faire, eh bien là, on se heurte souvent à des sentiments d'impuissance, que ça soit au niveau des individus et que cela soit aussi au niveau des organisations. Alors, en préparant une des tables rondes hier, je suis tombé notamment sur des statistiques issues des eurobaromètres qui montraient par exemple que 65% des Français se sentent particulièrement concernés personnellement concernés par les préoccupations environnementales. Et en même temps, vous n'avez que 40% des Français qui considèrent que leurs actions peuvent avoir une influence sur la protection de l'environnement. Autrement dit, vous avez 25% des Français qui considèrent que sur un sujet qui leur apparaît extrêmement important pour eux personnellement, ils sont dans l'incapacité de mener une action qui puisse améliorer la situation. Alors, ce n'est pas seulement un phénomène français, même si c'est particulièrement marqué en France, c'est moins marqué au niveau européen, mais c'est aussi marqué au niveau européen. Donc, la question qui va nous intéresser, pour moi, elle est de deux ordres. Il y a d'abord une question de connaissance. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le futur? Est-ce que ce que l'on peut dire sur le futur aujourd'hui a changé? Est-ce qu'on peut dire davantage de choses sur le futur qu'hier? Ou au contraire, est-ce qu'on est dans une incertitude radicale telle que ça ne sert plus à rien de dire quoi que ce soit sur le futur et qu'il faut se préparer à tous les changements possibles? Donc là, c'est le registre un peu de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les nouvelles frontières de l'anticipation, du point de vue de la connaissance qu'on peut avoir des enjeux de demain? Et puis il y a une deuxième question qui est plutôt celle de l'action, qui est finalement, est-ce qu'aujourd'hui réfléchir au futur de manière un petit peu rigoureuse, comme on le fait dans notre prospective traditionnelle à la française, est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que c'est utile? Quand Elon Musk décide d'aller sur Mars, je ne suis pas sûr que cela s'appuie de manière extrêmement fondée sur une analyse rigoureuse des variables, des facteurs de transformation et des tendances. Par contre, on a une position, un discours sur le futur qui vise à transformer véritablement le futur. Et donc, de fait, est-ce que la prospective a encore une utilité, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que les acteurs, finalement, aient juste une position volontariste vis-à-vis du futur, transformatrice, prométhéenne vis-à-vis du futur? Voilà, c'est un petit peu les questions qu'on va essayer d'aborder à travers cette table ronde, avec quatre intervenants que je présente rapidement. Encore une fois, vous avez des biographies détaillées dans les dossiers que vous avez, donc je ne reviens pas sur les différents CV. Mais donc nous avons Bruno Hérault, qui est chef du centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture. Nous avons à côté de lui Ril Miller, auteur de Transforming the Future, et qui travaille qui endosse les réflexions prospectives à l'UNESCO.
Nous avons à côté de lui Cécile Wendling, qui est directrice de la prospective au sein du groupe AXA. Et puis nous avons Daniel Kaplan, que certains connaissent peut-être comme ayant été le fondateur de la FING et qui aujourd'hui lance une université de la pluralité dont il nous dira tout à l'heure quelques mots. Alors, on va commencer peut-être, Bruno, par toi, tu es le plus proche du micro, avec une première question. Tu as une grande ancienneté finalement dans le travail de prospective ou d'anticipation au service de la décision publique. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment a évolué ce travail d'anticipation au service de la décision publique? Quels en sont les enjeux aujourd'hui? Et puis éventuellement, esquisser quelques pistes d'avenir. Alors l'objectif, c'est d'être très court, 7-8 minutes, pour qu'on ait un vrai temps d'échange entre les participants. Merci. Merci. Alors je ne parlerai peut-être pas de la décision publique ou de l'espace public en général, puisque je représente plutôt l'État. Cette institution hégélienne et platonicienne qui surplombe la réalité, dont la prétention n'est rien moins que de mettre la France en modernité à partir du moteur institutionnel parisien. Donc quand on a dit ça, on a bien dit qu'on ne parlait pas des communes, des intercommunalités, des régions, des départements, de l'ONU, de la Commission européenne ou n'importe quoi d'autre. Enfin, l'État, c'est une forme historique spécifique de cristallisation des enjeux politiques et qui donc a produit une forme particulière d'anticipation. Et c'est plutôt ça que je connais bien. Je pense que premièrement, pour répondre à tes questions, toujours une place pour la prospective, oui, parce que justement, ce sont les raisons d'agir politique qui font les raisons de penser prospective. La prospective en soi ne réclame pas 2 minutes d'effort. Vous avez dû dire pendant 2 jours que la prospective, c'était une anticipation au service de l'action. Donc il n'y a que la politique pour tirer de la prospective. Et politique au sens public comme au sens privé. La politique, c'est l'art de définir des objectifs, de mobiliser des moyens pour les atteindre. Mais ça concerne aussi bien un grand groupe privé que l'intérêt général. Et jusqu'à preuve du contraire, dès lors que les institutions politiques n'ont pas périclité, la fonction prospective a encore sa place, toute sa place, beaucoup de place en effet, contrairement à ce qu'on dit. On n'est pas dans des sociétés de l'urgence, pas que de l'urgence, il y a aussi une grande capacité à traiter le long terme. Toute sa place aussi parce que, alors, sauf que ce que je viens de dire, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que c'est dans la black box politique, c'est caché dans le fonctionnement administratif et bureaucratique. Il en ressort parfois des débats ou des articles de presse, mais l'essentiel du travail d'anticipation au cœur des États est au fond caché, non visible, souterrain, avec parfois des pointes émergées. Toujours une place évidente de la prospective parce que les sociétés sont de plus en plus complexes, c'est une évidence. Complexe, c'est pas compliqué. Compliqué, c'est comment on structure et triture une ou deux variables ensemble pour faire des nœuds à un tuyau d'arrosage. Par exemple, la complexité, c'est au contraire la multiplicité des variables, de leurs interactions, des opportunités de statut, de rôle, qui font que, comme disait Max Weber, aujourd'hui on est dans un formidable paradoxe des conséquences. On sait ce qu'on injecte dans le système, mais on ne sait pas trop ce qui peut en sortir. Donc, de toute évidence, il faut continuer à faire de la prospective, surtout au niveau des États, parce qu'il a été bien dit que si la prospective se porte bien, la capacité du politique à produire des effets dans la réalité sociale est de plus en plus questionnée. Place de la prospective aussi parce que les rythmes sont de plus en plus rapides, que ce soit les rythmes de vie qui sont des rythmes de ville, qui sont des rythmes sociaux de gens pressés avec une acculturation à l'accélération qu'on ne voit même plus, mais aussi le rythme du changement, le rythme de l'innovation, le rythme de la perturbation. Et tout ça, ça justifie encore plus la prospective. Je reviens sur ce que je disais un instant. On n'est pas dans des jeux à somme nulle, c'est pas parce qu'on est de plus en plus dans l'urgence avec de la bourse et du trading à haute fréquence au millionième de seconde et des informations toutes les 10 secondes sur un smartphone, c'est pas parce qu'on a ça d'un côté qu'on n'a pas de l'autre côté une immense réflexion sur les temps de plus en plus longs. Je pense que jamais dans l'histoire, nos sociétés n'ont disposé d'autant de moyens performants pour anticiper sur des pas de temps aussi longs. Mais là aussi, on a tendance à voir, par un biais typique et classique, que les urgences qui nous perturbent, mais on ne voit pas tout le travail qui est fait en matière d'énergie, de climat, de sol, d'eau, d'alimentation, de développement durable, d'inégalité, de migration, sur des pas de temps qu'on n'aurait jamais pu maîtriser il y a ne serait-ce que 50 ans, parce qu'on n'avait ni l'informatique, ni la combinatoire qui allait avec, et tout ça aussi, on ne le voit pas. Et place de la prospective parce que la prospective, c'est la vie devant soi.
La prospective, c'est une sorte de phénoménologie de l'esprit. Rien n'est constant sauf le changement. On ne peut pas vivre sans avoir le sentiment de bouger à l'échelle humaine. Et la politique et la prospective, c'est la synthétisation globale à l'échelle du système social de cette obligation de se mouvoir pour continuer à exister. Donc, de toute façon, les sociétés humaines ont une fonction prospective. S'il y a de la place pour la prospective, en même temps, tel que moi je l'ai vu en une quinzaine d'années, cette place a assez formidablement changé parce que les États, par exemple, dans l'après-guerre, avaient un monopole de la statistique publique, ils avaient parfois un monopole de la connaissance, ils avaient des systèmes éducatifs relativement fermés avec un monopole de la production de certaines élites, ils avaient une capacité à légitimer des rapports sociaux, ils avaient une puissance aussi autoritaire et parfois coercitive. Et puis 50, 60, 70 ans après, le paysage a complètement changé. L'État n'est plus qu'un acteur parmi d'autres. L'espace public, l'impuissance ou la puissance publique ne sont qu'un des ingrédients du système. On a multiplié le nombre des moulins à parole, des discours sûrs qui réduisent ni le nombre des malentendus ni des malentendants, parce que plus il y a de moulins à parole, plus il y a de difficultés pour savoir où est le vrai. Donc il y a du vraisemblable, mais ce qui est vraisemblable n'est pas forcément vrai. Et la prospective et l'État sont pris aussi dans ce cercle vicieux extrêmement important d'une sorte de cacophonie. Prenez le secteur de l'alimentation, par exemple. Il y a un blabla alimentaire prospectiviste et stratégique qui est tel que le mangeur devient à la fois anomique et orthorexique, et qu'il ne sait plus tellement ce qu'il faut changer, ce qu'il faut manger. Il me semble aussi qu'en 50 ans, je prendrais un échelon de 50 ans, parce que en quoi la prospective a changé en 10 ans, je pense que ça n'a pas trop de sens. Mais en 50 ans, il me semble qu'on est passé de sociétés très politisées. Regardez le dernier bouquin de Rosa Vallon, qui à travers son histoire raconte l'histoire politique. On est passé de sociétés politisées à des sociétés au fond assez dépolitisées. Moins de militants, moins de placardeurs d'affiches, moins de gens dans les syndicats, dans les partis, moins de capacité à structurer une capacité critique et à... On n'a jamais fait aussi peu de jours de grève que depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des artefacts dans les années 60, mais qui ne comptent pas dans les courbes. Donc, société dépolitisée, ça veut dire aussi qu'il y a moins de tensions prospectives. Et quand le GIEC nous parle du climat, quand tel organisme nous parle d'un changement majeur, et quand ces changements majeurs tombent sur des sociétés dépolitisées, au lieu de faire de la capacité d'action, ça fait de l'effarement. Ça fait de la paralysie, ça fait de la sidération, mais ça ne fait pas forcément la politique qui va suivre pour faire de l'action. Ce qui me semble aussi, et c'est aussi dans le bouquin de Rosan Vallon, mais je n'ai pas fait que lire ce livre pour essayer de penser mon exposé, ce qui me semble aussi, c'est qu'on est dans des sociétés du fatum, dans des sociétés du fatalisme, dans des sociétés du déclin, du déclinisme. On n'arrête pas de nous parler de ça. Il y a une vraie trahison des clercs qui n'ont même pas, je dirais, la fierté d'utiliser leur savoir pour lutter contre le pessimisme ambiant. Et il me semble qu'il y a une prospective qui sert une cause politique de la lamentation et des plaintes qui peut poser problème parce que le climat se dérègle, l'énergie va manquer, la biodiversité s'écroule, le gluten détraque nos estomacs, le niveau d'éducation baisse, le harcèlement sexuel augmente, etc., etc. Là, je viens de dire des choses complètement mélangées. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont complètement fausses. Mais dans la façon qu'on a de traiter ces informations au quotidien, tout est mélangé et le faux s'empare du vrai pour nous décrire nécessairement une sorte d'avenir assez fataliste. Et le prospectif devient le porteur d'une pensée magique, associée à une sorte de destinologie, par certains côtés, ce qui n'était pas le cas dans les années 60. On se voyait un avenir plus radieux. Prospective aussi chez nous dans des sociétés dépendantes. Sociétés dépendantes, c'était des titres d'ouvrages des années 60, 70, Cardozo, Samir Amin, Alain Touraine, etc. Et il parlait bien sûr à l'époque des sociétés du Sud. Et ce qui a complètement changé, c'est que la dépendance, maintenant, c'est nous qui la vivons. On faisait des belles prospectives de la Shell, de BP, de l'État, de la Datar, de nos ministères réciproques, etc., sur l'avenir, en se disant que de toute façon, c'était facile parce qu'on puisait dans les ressources du monde. Et les ressources, c'était aussi les ressources des autres. Et puis maintenant, on a mondialisé, on a internationalisé. Et puis, on se rend compte qu'on n'est plus seul au monde. Et puis, on se rend compte que les clés de notre avenir appartiennent à d'autres qui sont plus puissants que nous. Et cette destinée est finalement assez difficile à vivre. Et ça se rétracte et ça se réfracte dans les exercices de prospective. À un moment donné, des élus bien connus disaient les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Aujourd'hui, moi, je dirais que les prospectives sont au sud et les problèmes sont au nord. Et que le pessimisme du Nord n'empêchera pas les prospectives du Sud qui feront le monde de demain. Il faudra qu'on suive.
On a peut-être la liberté de nos prospectives, mais on aura certainement moins la liberté de nos actions pour les suivre. Je terminerai par quelques remarques sur les conséquences que ce contexte général peut avoir sur la prospective telle que je l'ai vue évoluer dans la sphère publique et essentiellement du côté de l'État, une sorte de repli parfois sur un présentéisme, sur une sorte de prospective du présent, en nous disant « mais c'est plus la peine de faire de grands efforts pour imaginer demain, réunissez des gens autour d'une table, faites leurs pensées, conscientisez leurs difficultés d'aujourd'hui, projetez ça, faites chauffer, cuisez à feu doux et vous aurez suffisamment de vision pour l'avenir ». Je pense qu'il y a une vraie régression temporelle de ce point de vue-là. Et la prospective a toujours eu un problème avec le temps, confondant futur et avenir, densité de temps et puis projection idéalisée. Mais peut-être que ça se renforce. Une certaine régression. Alors, régression, ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est un retour à des choses qui sont beaucoup moins internationalistes qu'à une époque, mais sur du local, sur du territorial. Ça marche beaucoup, ça marche bien. Une prospective participative aussi. Oh, les états, les statistiques, les trucs compliqués, etc. Les ateliers, c'est pas mal. Hein. Enfin, l'animation, les forums. Ce qui fait que la veille se substitue à la prospective, que ce qui compte, c'est pas de produire des contenus, mais c'est de vivre une expérience, donc le processus de réflexion entre nous. Hein. Et ça, je pense qu'il faut aussi s'en méfier. Il ne faut pas faire que ça. On peut faire ça, mais il n'y a pas que ça dans l'anticipation. Des démarches et des méthodes qui s'allègent, évidemment, parce qu'avec tout ça, on n'a plus les moyens de mettre à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et puis peut-être une tendance à l'instrumentalisation, c'est-à-dire que dites-moi ça à travers votre regard prospectif, ça m'aidera à lancer telle ou telle politique. Hein. Ça m'arrangerait que votre scénario 2 sorte en plus gras que le scénario 1, etc. etc. Et puis peut-être des prospectives sans connaissance aussi parfois, c'est-à-dire que alors ça, c'est tout le contraire de ce que je prône dans le ministère où je peux agir. Je pense que la prospective a besoin de sociographie, de démographie, d'histoire, de philo, de connaissance des technologies, de l'architecture, de la littérature et tout le reste. Et qu'une prospective surplombante, hors sol, qui prétendrait, à partir des discours d'acteurs, synthétiser des sortes d'anticipations qui suffiraient à produire de l'action, c'est absolument une impasse. La réalité est têtue, l'histoire ne repasse pas les plats. Bainville disait, l'histoire c'est justement la science des choses qui ne se répètent jamais. Donc croire que c'est parce qu'on a vécu ceci qu'on vivra cela, c'est une impasse intellectuelle. Je milite pour une prospective qui soit une prospective de la connaissance, une prospective épistémologiquement... Et le mot était compliqué parce que là, il n'était pas chez Rosan-Vallon, celui-là. Épistémologiquement construite, critique, qui s'appuie sur des savoirs avérés, sur des savoirs objectivés, et qui est une base de solidité pour... loin d'être simplement un académisme erroné et suranné, je pense que ces connaissances-là, c'est au contraire le début de la liberté intellectuelle. Merci. Merci Bruno. On enchaîne avec Ril Miller, auteur donc d'un récent ouvrage intitulé Transforming the Future. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire transformer le futur, et puis aussi comment est-ce que... Alors, les réactions, on les aura tout à l'heure, mais on a des approches qui sont nécessairement différentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi travailler sur le futur, user du futur, utiliser le futur? Merci François. Oui, merci beaucoup et merci l'invitation à Hugues et à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je voulais commencer avec quand même peut-être une remarque qui me frappe dans ce contexte, parce que évidemment j'assiste à beaucoup de réunions comme ça dans le monde entier. C'est que je trouve qu'on fait partie d'une pathologie et que cette pathologie est vraiment néfaste dans plusieurs sens. Y compris le réchauffement climatique, mais plus pertinemment peut-être dans la vie quotidienne, le recours à l'autoritarianisme. Parce que je pense que notre façon de fabriquer les attentes, et je suis désolé François, tu l'as mis
comment dire, le maximum presque, c'est vraiment inviter les gens à des attentes qui sont insoutenables et qui vont être vraiment violemment, comment dire, vécues dans le quotidien. Alors la question pour moi dans l'anticipation et comment utiliser le futur, c'est est-ce qu'on va continuer à l'utiliser comme ça? Moi, je pense que c'est très, très probable qu'on va le continuer, qu'on va même renforcer, être plus stratégique, plus sûr de nous, plus diverse, plus certainement la multiplication, les scénarios de Black Mirror ou de Netflix ou de Blade Runner et tout ça. On va multiplier ça. On va être encore mieux à créer des histoires, des narratives, des images du futur, positives, négatives, idéologiques, non idéologiques. Mais qu'à la fin, tout ça va nous emmener, et là je ne fais pas une prévision, mais va nous emmener à continuer là où on est, dans une approche qui est violemment en opposition avec la réalité. Ça veut dire qu'on est en train de refuser la complexité, qui n'est pas quelque chose de nouveau, qui ne vient pas de se aggraver, mais c'était surtout et toujours notre statut, notre condition de réalité. D'ailleurs, notre espèce est là, de mon point de vue, due à la complexité et à la créativité de notre univers. Alors la question est fondamentalement, est-ce qu'on va arriver à comprendre notre manière d'utiliser le futur et reconstruire notre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire d'agir et d'apercevoir, ou est-ce qu'on va continuer dans un axe de jouer des dieux, de penser d'une manière incroyablement arrogante qu'on peut déterminer et contrôler le futur, qu'on peut coloniser demain et qu'on devrait savoir qu'est-ce qui est bien pour nos petits-enfants, qui pour moi est une approche qui est contradictoire pas seulement avec la démocratie, mais avec, pour moi, le démarche scientifique. Alors ça, c'est pour moi les nouvelles frontières de l'anticipation. C'est un changement dans les conditions de changement. C'est, excuse-moi pour l'anglais, c'est une question de comment comprendre et être plus à l'aise avec l'incertitude, le transformer en atout au lieu de menace. Et ça, c'est littératie du futur. Littératie du futur, pas comme lire le futur, mais comme compétence. Comment comprendre les systèmes d'anticipation qui sont existants partout. Et ça, c'est aussi refonder d'une certaine manière les études du futur et les systèmes d'anticipation pour se rendre compte qu'on n'est pas toutes seules et qu'il y a une diversité énorme de systèmes d'anticipation, y compris pour les chats, les arbres et pour les petits protozoa qui ont tous des systèmes d'anticipation. Et que l'anticipation est vraiment quelque chose qu'on peut étudier. Et pour moi, la prospective, si c'est pour inventer un nouveau Black Mirror, ça veut dire un nouveau fantasme de demain, bon, très bien, formidable, on le fait tout le temps. Tout le monde le fait dans leur manière, de plus ou moins habile, etc., plus ou moins médiatisé. Oui, mais pour moi, la question, c'est plutôt comment et pourquoi on fabrique cet imaginaire. Ça veut dire notre champ d'étude n'est pas un futur particulier, même si on les fabrique. C'est pourquoi et comment notre imagination marche, à quel but, de quelle manière, et c'est ça l'anticipation. Alors pour moi, Future Studies, c'est étudier l'anticipation, les systèmes d'anticipation. Alors, illettré demande l'aide. Futures Literacy, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une approche. Là c'est le bouquin où il y a une sorte d'appel à une transformation de notre manière de penser le futur. Si ça change, ça veut dire que si on passe d'une société illettrée à une société littrée, je pense que ça change les conditions de changement. Pour de mieux, j'en sais rien. Et je pense que c'est strictement et d'une manière même éthique, je suis obligé de dire, si tout le monde peut lire, je ne suis pas sûr que ça va améliorer notre société. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être le fascisme, l'idéologie, la bombe atomique vont être les résultats du fait qu'on est littré. Et ça va détruire l'espèce. Le promesse d'un meilleur futur, c'est vraiment une manière d'abuser le futur. Alors, on fait des laboratoires de littératie du futur un peu partout dans le monde avec UNESCO. Ça, c'est pour vous montrer où et comment. C'est dans tous les domaines, avec toutes les différentes sortes de personnes. Parce qu'après tout le monde utilise le futur. Je prends Gaston Berger. L'idée du futur n'est pas de penser le futur, mais c'est de déranger le présent. Ça,
je trouve, c'est véritablement une manière de passer à une autre approche vers notre monde. C'est de dire, je ne fais pas ça parce que j'ai un fin magnifique, suis-moi dans le soviétique, suis-moi dans le capitalisme de Trump. Parce que c'est meilleur, ça va refaire Make America Great Again. Non. Moi, j'agis aujourd'hui et je regarde le monde autour de moi parce que je veux que mes actes soient un reflet de mon positionnement aujourd'hui. Le seul legacy, la seule chose que je lègue au futur, c'est mon comportement et ma manière d'apercevoir le monde aujourd'hui. Alors, c'est ça l'erreur, je pense, de nos jours. Ça, c'est sans paix, vous le connaissez tous, certainement. Mais souvent, nous, les prospectivistes, si je peux le dire comme ça, moi, je suis souvent appelé futuriste, les gens attendent ça. Mais c'est précisément contre ça qu'il faut lutter. Cette attente. Et répondre à cette attente, c'est simplement abetting. Pour moi, c'est en fait aggraver la situation. Alors, comment on anticipe, ça change le présent, c'est tout. Merci. Merci. Merci Cyril pour cette... je ne crois pas que ça soit en contradiction complète, contrairement à ce que tu laisses supposer, mais on en débattra tout à l'heure avec ce que nous disons. On a toujours considéré que penser le futur était aussi une manière de le transformer. Donc évidemment, le fait de penser le futur est une manière de le transformer. Daniel Kaplan, tu es passé, toi, d'un organisme Fondation Internet Nouvelle Génération qui était quand même très axé sur les nouvelles technologies, à une nouvelle aventure qui s'appelle l'Université de la Pluralité. Est-ce que ça veut dire que tu es passé d'un univers du futur technologique, tu as voulu explorer davantage le futur pluriel? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est cet itinéraire et puis comment est-ce que tu penses cette question du futur aujourd'hui, ou comment est-ce que tu veux contribuer à travailler sur cette question des futurs? Oui, donc ça va être un long exercice d'auto-analyse, ça va être passionnant, vous allez voir. Non, bon, peut-être pas. Non, ce que j'essaye de faire, en effet, et c'est intéressant parce que là aussi, comme ta réponse à Haril, c'est quelque chose qui peut apparaître ou pas comme contradictoire avec ce que Haril a pu dire, ou qui trouve sa place dans la cartographie qu'il développe dans son bouquin, qui je crois est un bouquin important sur ce sujet-là. Ce que j'essaye de faire déjà aujourd'hui, c'est effectivement de faire entrer pleinement les arts et la fiction, les imaginaires dans le paysage des formes d'exploration et de production de futur, donc dans la prospective au sens large. Non pas clairement pour chercher désespérément le bon imaginaire qui un jour va devoir guider l'humanité, ça clairement pas, mais parce que je pense que c'est une condition essentielle d'agentivité, la prospective étant toujours quelque chose, ça je pense qu'on n'aura pas de mal à le partager ici, dont à la fin le critère de réussite, le critère de son existence, c'est d'être capable d'aider les gens au moins à essayer de changer quelque chose. Ça ne marche pas toujours, mais d'aider les gens à se mettre en mouvement en regardant éventuellement un petit peu du côté de la complexité, du côté des facteurs de transformation. Donc voilà, moi je travaille sur cette question des imaginaires, sur le fait de leur redonner une importance, ou de leur donner une importance centrale. Et en effet, pourquoi est-ce que j'essaye de faire ça? Et d'abord, en fait, c'est vrai parce que je viens du numérique, du monde des technologies, en ayant créé, dirigé pendant longtemps ce laboratoire de pensée d'action qui s'appelle la FING. Et dans le numérique, c'est un monde où on conjugue à peu près qu'au futur. Éventuellement, de temps en temps, quand on utilise l'imparfait, c'est pour décrire cette espèce d'âge sombre où on ne savait pas mesurer le nombre de pas qu'on avait fait dans la journée. Et puis le présent, c'est le truc qui est le moment où on prépare le futur radieux qui change tout le temps. Donc, ouais, plus intéressant que ça, parce que ça, c'est probablement quelque chose avec quoi la prospective a eu du mal à travailler, et c'est normal. Et d'ailleurs, Muriel l'a très bien dit, on est dans un monde dans lequel la technologie, entre guillemets, au sens en fait de dispositifs technico-économico-sociaux, se déploie de manière explicite comme un agent de transformation globale et relativement rapide à l'échelle de grands systèmes. C'est les smart, tout ce qu'on veut, etc. Et le pire, c'est que
ça marche du point de vue de la transformation. Il y a des transformations de nature systémique apportées à partir de l'usage d'un levier qu'on peut appeler de manière, si on ne veut pas être trop précis, qu'on peut appeler technologie. Le seul problème, évidemment, c'est qu'on s'est transformé, mais on ne sait pas en quoi on transforme. Et que, au fond, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le problème des acteurs, ce qui est normal d'ailleurs. Les acteurs n'ont pas toujours, en tout cas ce qu'il était jusqu'au sujet climatique. Et ça s'exprime d'ailleurs très bien, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a fallu que je bouge à un moment. Ça s'exprime très bien dans ce mot qu'on aime bien dans le monde du numérique, qui est celui de singularité. Le moment où finalement la technologie a tellement déployé ses effets que c'est même plus la peine que nous, les humains, on essaye d'en influer les choses, parce que de toute façon, non seulement elle est plus puissante que nous, mais sa capacité, sa rapidité d'évolution dépasse notre capacité à nous de la rattraper. Mais la singularité pour un physicien, un mathématicien, c'est le moment au-delà duquel les lois qu'on connaît étant passé un certain nombre de limites, ne fonctionne plus. Et c'est le moment au-delà duquel on ne sait plus rien dire sur ce qu'il se passe. On n'est plus capable de se représenter. Donc on voit bien qu'on a à un moment, même dans ce champ de la technologie qui parle au futur, ce problème de se figurer ce qu'on va essayer, ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce qu'on est en train de produire, et ce que, surtout, en tant qu'humains, nous pourrions vouloir. Et là, on se ramène quand même à ce qui nous intéresse. Ça, c'est la première raison. La deuxième, elle est toujours liée à cette incapacité de se figurer les choses que moi, je vois en ayant, d'abord, dans le cadre de la FING, lancé ce programme qu'on appelait Transition au carré sur le lien entre numérique ou technologie au sens plus large et écologie. Et justement sur cette difficulté extraordinaire que nous avons à nous figurer le monde de l'après-transition écologique ou de l'après-effondrement, qui est finalement une transition écologique, mais pas spécialement désirée ou construite. Comment on y vit, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est apparu, qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce qui est devenu méconnaissable, etc. Et on voit bien qu'on sait très bien raconter pourquoi ça ne va plus, ce qu'il faudrait dans l'absolu changer, mais à quoi ça ressemble. Nous n'avons pas cette capacité à nous le figurer, au sens propre du terme. Et quand on n'a pas cette capacité à nous figurer les choses, eh bien, on ne le fait pas. Et c'est pour moi l'une des sources de cette fameuse sidération que nous constatons tous, et face à laquelle nous avons d'ailleurs chacun nos explications qui sont sans doute toutes bonnes. Mais comme par hasard, d'ailleurs, à ce moment-là où on se parle de ça et où s'essaye quand même un certain nombre de choses, apparaissent aussi d'autres formes, même de description scientifique, ce que moi j'appelle la science des intrications entre hommes, humains, non humains, naturel, artificiel, le microbiome, le Matsutake d'Anatsing, la diplomatie entre les sociétés humaines et animales que vont décrire Vinciane Després ou Baptiste Morisot, les forêts comme réseau, etc., etc. Là encore, ce sont des paradigmes au sens fort du terme, au sens qu'une du terme, dans lequel nos manières de voir le monde, de nous voir au monde, sont amenées à changer. Mais on ne sait pas encore se projeter là-dedans. On sait lire ces quelques bouquins, mais la manière de nous décrire nous-mêmes en tant qu'humains autrement qu'au centre de tout et comme étant le point de convergence et d'origine de tout, nous ne savons pas encore le faire. Et donc, pour toutes ces raisons-là, nous avons besoin de nouvelles images, nous avons besoin de nouvelles métaphores qui ne sont certainement pas des métaphores du bien et du bon, mais qui sont des manières de nous aider, de nous mettre en capacité à nous représenter d'autres choses. Et le fait qu'éventuellement nous n'utilisions pas les mêmes n'a pas d'importance de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment l'importance des imaginaires qui compte et qu'éventuellement, c'est le troisième point, c'est là où je retrouverai la question de la littératie peut-être, accessoirement, il y a une fonction potentiellement inclusive de la fiction au sens large du terme, comme territoire d'échange, de dialogue, d'accueil, parce que c'est l'endroit où en fait on ne sait pas. C'est l'endroit où justement nous spéculons tous. Alors on peut le faire en étant capable de retracer un peu l'itinéraire, de raconter, on peut la rendre accueillante, mais au fond personne n'a de vérité à cet endroit-là. Donc c'est pas forcément réservé aux sachants. Donc elle est explicitement culturelle et donc elle peut nous aider à reconnaître le caractère culturel, par exemple, le caractère pour le moment extraordinairement occidental de l'essentiel des pratiques de prospective, mais on peut du coup l'utiliser pour accueillir d'autres formes qui émergent et qui existent. Elle est explicitement subjective également, et donc elle permet aussi de s'intéresser peut-être à des expressions qui jusqu'ici, qui arrivent juste maintenant,
du côté de la grande politique, mais qui jusqu'ici n'étaient pas considérées comme sérieuses. Les expressions de genre ou d'intergenre, les expressions sur l'ensemble et le lien entre l'ensemble des formes de domination, sont toute une série de choses qu'on a du mal à faire rentrer dans la politique légitime, alors qu'elles sont incroyablement agissantes dans la société de tous les jours, surtout à une échelle mondiale. Voilà, donc c'est les grandes raisons pour lesquelles moi j'ai considéré à un moment qu'il fallait travailler là-dessus. Heureusement, je me suis vite rendu compte que j'étais pas tout à fait tout seul à travailler là-dessus, et que donc ce qui était intéressant, c'était d'inviter les gens à fonctionner en réseau, on aurait pu dire en écosystème dans la table ronde précédente. Donc l'université de la pluralité, qui est évidemment un clin d'œil pour celles et ceux qui connaissent à l'université la singularité qui a émergé dans la Silicon Valley, on l'a défini comme le réseau de celles et ceux qui mobilisent les ressources des imaginaires pour élargir l'espace des futurs pensables. Donc pas possible, pas désirable, pas etc., mais pensable. La question de la possibilité et de la désirabilité n'est pas de notre ressort à nous, ce qui dit d'ailleurs, entre autres, que nous sommes peut-être du côté d'une des nouvelles frontières de la prospective, mais que ce n'est pas une forme alternative, différente, meilleure de faire de la prospective. Ce qui est très intéressant dans le livre de Ril, c'est qu'au fond, il décrit des raisons et des manières associées d'utiliser le futur avec des finalités différentes. Et donc, ce n'est pas avec ça qu'on va faire le bon exercice de prospective territoriale. Mais peut-être que c'est avec ces formes-là qu'on peut y rentrer au départ avec un paysage d'imaginable plus large et en étant capable éventuellement d'intégrer des gens qui jusqu'ici ne partagent, semble-t-il, aucun code avec ceux qui vont de manière naturelle et facile rentrer dans une démarche de prospective. Donc très vite, ça fédère qui pour le moment je parle au présent, mais en fait je devrais parler au futur, sauf que bon voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'était compliqué. Parce que l'Université de la pluralité n'existe pas. Si tout va bien, elle existera samedi 1er décembre, au terme de la première rencontre que nous organisons à Paris. Le vendredi après-midi 30 novembre est ouvert, vous pouvez y aller et vous y inscrire. On réunit des auteurs de science-fiction, des designers fiction, des artistes, plasticiens, de théâtre, chorégraphes, des concepteurs de jeux, pas assez pour le moment, c'est un problème de génération, des prospectivistes, des utopistes, des innovateurs sociaux et surtout des hybrides d'un petit peu tout ça, venus du monde entier, avec une volonté très définie, proactive de diversification au-delà, c'est-à-dire que le monde entier, ça n'est pas l'Europe et l'Amérique du Nord, et que c'est évidemment essentiel sur cette question du futur, pour faire 3 choses principalement: partager des pratiques et des productions, 4 choses, acquérir une forme de force collective, et c'est compliqué parce qu'effectivement c'est une force collective d'acteurs auxquels on ne demande surtout pas d'être d'accord sur la nature du futur, ni qu'ils envisagent, ou des futurs, ni qu'ils envisagent, ni qu'ils désirent. Mais d'être simplement d'accord sur le fait que le passage par les imaginaires peut être incroyablement puissant et utile. Donc c'est là-dessus qu'on veut essayer de travailler. Transmettre et diffuser une capacité, peut-être une littératie, mais une capacité d'imaginer des futurs, de les raconter, de les partager avec d'autres, de se relier à ceux d'autres, d'en faire des sujets de conversation. Et évidemment, derrière ça, prendre du recul. On pense qu'il y a des sujets énormes de recherche, soit de recherche comparative et de recherche sur la question de l'articulation avec l'action. Comment, si on élargit ce spectre-là auprès d'acteurs qui jusqu'ici aimeraient bien qu'au contraire on leur restreigne tout le temps pour que de la note d'une page et demie puisse passer à la note d'une demi-page, comment est-ce que quand on élargit ces futurs, en fait, on rend les choses, on rend la possibilité d'agir en transformation plus grande. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'on a fait et de ce qu'on va faire dans le futur. Simplement, terminer peut-être par une chose. C'est qu'il y a là-dedans, et probablement il y avait aussi dans la FIG, un lien finalement avec cette question qui est probablement une question assez politique. Est-ce que l'on peut encore oser envisager des transformations de nature radicale avec tout ce qu'on a vécu de ce que c'était que des transformations radicales. Et l'une des raisons pour lesquelles tous celles et ceux que je vois travailler sur cette question des imaginaires prennent ce chemin-là, c'est pour dire, de toute façon, c'est de ça qu'on parle.
Donc, essayons de nous mettre en position de les décrire sous une forme qui soit en même temps plus amicale avec la diversité, avec le désaccord. Merci Daniel. Cécile, tu nous rejoins? Tu me rejoins? Toi, tu exerces la prospective, le foresight, dans un grand groupe. Alors, dans ton travail au quotidien, finalement, est-ce que tu te retrouves plutôt proche de ce que Ril a pu décrire? Est-ce que tu es plutôt dans la déconstruction du rapport au futur que peuvent avoir les différents collaborateurs chez AXA? Ou est-ce que tu es plutôt dans de l'analyse de tendance pour proposer un certain nombre de vues sur l'avenir pour préparer les décisions? Comment est-ce que tu conçois ton activité? Et puis, je t'ai entendu à plusieurs reprises dire que la prospective dans une grande organisation, c'était un sport de combat. Donc, comment est-ce que tu peux décrire ce que c'est que ce sport de combat? Quelle est sa mission? Quelles sont ses fonctions? Relativement rapidement, et puis de toute façon on en rediscutera tout à l'heure. Merci. Merci François et merci pour l'invitation. Oui, j'ai tendance à dire en ce moment en citant Bourdieu, que la prospective est un sport de combat, et pour 3 raisons. La première chose, je trouve en ce moment, c'est parce qu'on voit l'avenir à travers l'angle des technologies, et je pense que c'est parce qu'il est plus facile d'anticiper certains changements aux ruptures technologiques que certaines ruptures sociales, économiques. Et je pense que la première challenge, c'est de passer à une prospective qui est vraiment influencée par la technique à une prospective qui serait basée sur l'imagination. Et ça, c'est un vrai sport de combat. Le deuxième sport de combat, c'est de passer de chacun son département, sa chapelle, son pays, sa culture, son origine, à coproduire, co-designer un futur. Et ça rejoint ce que présentait François Bourse et le panel précédent. Et le troisième sport de combat, c'est le rythme. Donc on est dans un monde qui va vite, doit être agile, etc. Et parfois, il faut ralentir pour avoir le temps de réfléchir. Et donc, c'est 3 raisons pour lesquelles je pense que mon travail ressemble à un sport de combat souvent. Alors, faire quoi et comment pour faire la prospective dans un grand groupe? Je voulais vous parler de la méthode 3D. Mon premier D, c'est décaler, un regard décalé. Je pense que être un département de la prospective dans un grand groupe, ça veut dire avoir un autre regard sur ce qui s'y passe et sur ce qui se passe autour de nous. Et ça peut être en cassant les hiérarchies, par exemple en faisant se réunir des gens, pas parce qu'ils ont le même rang hiérarchique, mais parce qu'ils ont des visions du futur intéressantes, en allant chercher des parties prenantes différentes. Ça peut être faire venir, pourquoi pas, un syndicaliste, pourquoi pas, un artiste. Donc ça, c'est le premier D, décalé. Le deuxième D, c'est le D de désaccord. Et je ne m'attendais pas à ça, mais je rejoins vraiment ce qui a été dit par Daniel, ou en anglais de dissent. Donc, dare to dissent, oser avoir des désaccords. Ce D-là, ça veut dire je ne suis pas d'accord. Et le futur doit permettre ça, puisque c'est un territoire qui est à conquérir et que personne n'a encore conquis. Si on ne le fait pas sur ce territoire-là, je ne vois même plus où on pourra le faire. Mais dire ça, c'est aussi se mettre en danger, se mettre à risque. Et dans un sport de combat, on se met aussi en danger. Donc je pense qu'il y a ce D du dissent, il est très important. Et pour pouvoir avoir une diversité des discours dans une entreprise et des prises de parole, et pas une seule vision des choses. Donc décaler, première chose. Deuxième chose, désaccord. Et le troisième D, c'est la débrouille. Parce qu'en fait, la prospective, c'est pas forcément beaucoup de budget, c'est pas forcément beaucoup d'équipes, c'est pas forcément beaucoup de gens pour faire, mais c'est des gens qui utilisent leur temps magique. C'est-à-dire des gens qui, en plus de leurs fonctions, qui sont souvent très sur le quotidien et très dans le day-to-day, on va dire, donc ce qu'ils doivent faire, qui osent aller plus loin et qui osent du coup des actions qui vont hors de leur périmètre pour anticiper des choses plus durables, plus soutenables ou différentes. Ça inclut aussi, je pense, dans la débrouille, pas faire que de la prospective intellectuelle, mais faire de la prospective des émotions, du corps, dans le fabriquer des choses. Et ça veut dire dès le début avoir des gens qui peuvent faire et pas que penser. Donc c'est-à-dire dès le début d'une démarche de prospective, les impliquer. Voilà, donc j'espère qu'avec ce regard décalé, les désaccords et la débrouille, on peut un petit peu trouver des armes pour ce sport de combat. Et je vais m'arrêter là pour avoir du temps pour la discussion. Merci beaucoup. Donc, on a effectivement un petit peu de temps pour avoir une discussion. Donc, on va en avoir une peut-être entre nous. Et puis, si on essaiera de garder une dizaine de minutes pour avoir aussi une interaction avec la salle. Donc, n'hésitez pas à proposer des questions à nos intervenants.
Alors, la première chose, j'ai peut-être gratté un tout petit peu là où ça fait mal, parce qu'il y a des désaccords entre nous ou entre vous sur la façon d'envisager la prospective. Je trouve que c'est important de pouvoir aussi les mettre un tout petit peu à jour sur certains sujets, notamment parce que je pense que c'est relativement... qu'on ne parle pas nécessairement exactement de la même chose. Alors, notamment... On dit qu'on vit dans une société de l'urgence, que les changements s'accélèrent, etc. Cécile, tu as redit ça. Bruno, toi, tu as tendance à considérer que c'est pas nécessairement le cas, ou en tout cas, tu mets plutôt l'accent sur ce qui bouge lentement, etc., et pas forcément sur la frénésie du monde. Et quant à toi, Ril, pour te reprendre aussi, j'ai l'impression que quand tu envisages l'avenir, ce que tu considères, c'est qu'il ne faut rien dire de l'avenir, parce que si on dit quelque chose de l'avenir, en quelque sorte, on le phagocyte, on l'emprisonne et on l'empêche de se libérer. Alors, est-ce qu'en disant ça, je caricature vos propos? Je vais m'adresser à vous trois dans un premier temps. Est-ce que je caricature vos propos, ou bien est-ce que, effectivement... Enfin, comment est-ce que vous réagissez sur le fait de dire on est dans une société de l'urgence, on n'est pas dans une société de l'urgence? Et est-ce que finalement ça ne dépend pas des domaines, tout simplement? Est-ce qu'il n'y a pas des domaines sur lesquels on peut dire des choses à long terme, d'autres sur lesquels on ne peut rien dire, d'autres sur lesquels ça ne sert à rien de dire quelque chose, même si on sait les dire, etc. Alors, je pense qu'on est en effet, et ça c'est bien attesté, dans des sociétés, alors Studeni, Armut Rosa, etc., on est dans des sociétés d'accélération, de rythme de vie de plus en plus rapide. La réalité, elle est dans l'accélération. Le slow, c'est un discours, mais ce discours ne va pas à l'encontre des tendances, c'est une micro-tendance. Donc il y a une accélération des corps sociaux, des systèmes sociaux, quelles que soient les latitudes et les longitudes, et par certains côtés, ça s'appelle le développement, l'industrialisation, l'urbanisation, la famille recomposée, etc., etc. Deuxième remarque, c'est pas parce que les sociétés accélèrent qu'il faut que la prospective prenne pour argent comptant ce que les sociétés disent d'elles-mêmes. Parce que très souvent, la prospective, n'ayant pas de connaissances propres, elle répète un peu simplement ce que la société dit d'elle-même. Parce qu'elle n'a pas la distance critique, parce qu'elle n'a pas la capacité d'étonnement, parce qu'elle ne se dit pas pourquoi n'y a-t-il pas au lieu de l'étang quelque chose ou presque sinon rien, ou quelque chose d'autre. Donc la prospective étant collée à la réalité, contre et tout contre la réalité, parce qu'elle envie la prospective aussi, elle passe des contrats, elle a des conventions, il faut bien que ce secteur qui se professionnalise fasse ses fins de mois aussi parfois. Donc j'exagère, mais j'exagère bien sûr, mais il y a des intellectuels organiques dans la prospective, comme partout, hein, puisqu'ils sont là pour penser, voilà. Mais je répète que la société accélère, la prospective n'est pas obligée de croire l'accélération constante de la société pour faire son propre travail. La preuve, troisième et dernière remarque, c'est que dans tous les domaines, les capacités de prévision, de projection, de modélisation, d'analyse coût-bénéfice, multicritères, etc., ou simplement le recueil de données administratives et statistiques, dans tous les domaines qui existent, on a atteint... Dans le risque et l'assurance, évidemment, on a atteint des capacités de projection, d'anticipation à long terme comme jamais dans l'histoire. Voilà. Donc ce n'est pas parce que les sociétés vont vite qu'il faut que les prospectives crient aux sociétés de l'urgence. Au contraire, on peut faire des projections. Quand j'étais au commissariat général du plan ou au centre d'analyse stratégique, les prospectives de l'énergie, on les avait pensées au début à 10-20 ans. Et puis évidemment, les gens qui étaient là nous ont dit en 2060, 2080, on sera plus à l'aise. Au-delà, avant, on ne pourra rien voir. Sur les scénarios du GIEC, avant 2050-60, c'est pas la peine, etc. Alors selon les domaines, évidemment, des prospectives industrielles ou d'innovation, à 3-5 ans, ça peut suffire. Une prospective sociale ou de la religion, à 15-20 ans, ça peut suffire. Mais dans l'ensemble, la prospective prend trop pour argent comptant les propres rythmes de la société, et elle s'impose des rythmes d'urgence qui tombent d'eux-mêmes quand on fait le détour de la connaissance. Et alors à ce moment-là, on voit que ceci ne tue pas cela. L'urgence d'un côté ne détruit pas d'un autre côté de formidables moyens extrêmement efficaces d'anticipation sur le long et même sur le très long terme, comme jamais on en a connu dans l'histoire, et qui sont le résultat de la cybernétique, de l'informatique, de l'analyse systémique, de la combinatoire mathématique, etc., de toute la deuxième moitié du XXe siècle. D'accord, Bruno, mais alors je pousse un tout petit peu plus loin avant de te passer la parole. D'accord, on peut peut-être dire des choses sur l'avenir, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que Ril, moi, ce que j'entends dire, c'est oui, d'accord, on peut peut-être dire des choses sur l'avenir, mais la façon dont on le dit, finalement, ça phagocyte un peu la façon dont on va ensuite trouver des solutions, et puis on va reproduire le présent, voire le passé. Mais c'est pour ça que ça milite pour une distinction très très franche et imperméable entre la politique et la prospective, entre les raisons d'agir et les raisons de penser. C'est pas parce que la prospective fait son travail, évidemment, que la politique va s'en saisir. C'est pas parce que la prospective bouillonne comme jamais dans l'histoire que la capacité
d'auto-transformation des systèmes sociaux augmente. Au contraire, elle a baissé dans les 20 ou 30 dernières années. Ril, je peux te laisser réagir sur cette discussion ou pas ou les paramètres ne sont pas clairs? Non, mais je veux simplement constater aussi, c'est un peu compliqué pour moi de répondre et de aussi articuler mes pensées en français. Je m'excuse pour ça, mais parce que je pense qu'on est dans des domaines assez subtils et où les distinctions, évidemment, jouent un rôle clé. Mais pour moi, il y a l'arrogance fondamentale dans tout ça. Ça veut dire qu'on se met dans une posture, si c'est la vitesse ou l'accélération, on est vivante aujourd'hui. 39, c'était rapide ou pas rapide ce qui s'est passé? 14, c'était rapide ou pas rapide ce qui s'est passé? Moi, je trouve que probablement c'était beaucoup plus rude et dans ce sens-là plus rapide que ce que moi j'ai vécu dans ma vie, certainement. Alors, je pense qu'on est évidemment très, très attaché à notre façon de vivre notre moment présent. Mais notre envie d'une sorte de pouvoir ou puissance et notre attachement à la causalité est vraiment très, très fort. Mais malgré ça, nos sociétés et l'histoire ne sont pas causales, pour moi. Ils sont complexes, émergentes. Et l'idée qu'on puisse la manipuler, peut-être par notre imagination, on ouvre des portes qui n'auraient pas été ouvertes si on n'a pas imaginé, certes. Mais est-ce que c'est pour de bon ou de bien? Est-ce que c'est parce que c'est par causalité directe ou est-ce que c'est complètement indirect? C'est-à-dire que ce que j'imagine dans le présent, là où je suis moi-même, c'est simplement qu'on soit mieux capable d'expérimenter. Et par ces expériences, on verra. Oui, Cécile. Oui, moi je voulais réagir sur le fait que dans la façon dont on parle sur vite ou lent, en fait, on continue de se projeter dans un modèle quand même d'un temps chronologique. Alors en fait, il y a plein d'autres façons de voir le temps. Certaines cultures pensent que le temps est circulaire ou que le temps n'existe pas ou que le monde peut être dans deux états inverses à la fois. Donc je pense qu'il faut être décalé sur cette question, c'est aussi faire ça. Deuxième chose, sur est-ce qu'il y a des futurs qu'il ne vaut mieux ne pas penser, c'est une des questions. C'est un vrai débat sur aujourd'hui, au sein des designers, sur le côté performatif. Par exemple, faire Black Mirror, est-ce que ça va créer ça? Est-ce que quand je fais quel que soit le futur que j'imagine, il y a quelque chose qui le fait advenir? Et c'est un débat, je trouve, très puissant, qu'on voit aujourd'hui dans tout ce qui est speculative design, critical design, même si ce design est critique, et ce quelque part, il ne fait pas advenir des choses qu'on ne voudrait pas. Donc je pense que la question de la responsabilité dans les mots, dans les images, dans les imaginaires qu'on crée, doit être très forte. Daniel, tu souhaites réagir là-dessus ou... En tout cas, sur cette question de la performativité, c'est en effet une question présente. On le sait, hein, la science-fiction des années 70 a très puissamment inspiré les premiers entrepreneurs du net. Et cette science-fiction est sombre. C'est l'époque cyberpunk, l'image, c'est Blade Runner. Hein. Mais dans cette science-fiction sombre, il y a un mec, en général c'est un mec, hein, qui lui s'en sort. Et en fait, ces entrepreneurs, ils ont voulu être lui. Et donc, on est prêt à construire le monde dans lequel moi je m'en sors. Peter Thiel, il fait ça, hein, puisqu'il il est en train de créer les espaces pour pouvoir s'échapper au moment de l'effondrement et survivre avec quelques copains. Donc, c'est vrai que cette question, elle est puissamment présente. Après, malgré tout, une fois qu'on a dit ça, nous sommes dans un monde qui a ces éléments de violence. J'ai l'impression quand même, une des choses qu'on partage, c'est que peut-être la souffrance numéro 1 qu'on puisse éprouver, c'est d'avoir le sentiment de n'être en rien acteur de son futur, donc de son présent. Si on peut rien faire de soi même, et ça, ce qui commence quand même par se projeter, moi j'ai l'impression que c'est peut-être la question principale. La question n'est pas d'avoir raison, à nouveau, parce que de toute façon, sur le futur, on est à peu près sûr de ne pas avoir raison. Et ça, je pense qu'on le partage aussi quelque part, ou que ce n'est pas le sujet. C'est, est-on capable de formuler, on est dans les capacités d'Amartya Sen aussi, hein, est-on capable à un moment de formuler des objectifs, et a-t-on même les ressources de se mettre en mouvement, individuellement ou collectivement, pour essayer de les atteindre? Le fait d'y arriver est une autre affaire.
Et elle est compliquée parce qu'effectivement, on est dans la complexité. Et que quand moi je fais ça, d'autres le font aussi, avec, sans moi, en sachant pas, dans le même sens ou en allant pas. Mais pour moi, c'est quand même une des questions fondamentales. Merci, et je trouve que bon, c'est très riche la conversation, mais là, je touche sur quelque chose parce que pourquoi j'ai utilisé ce mot pathologie qui est forte et puissante, qui est aussi peut-être contradictoire d'une certaine manière avec mes propos, c'est parce que évidemment je vis aujourd'hui, et dans ce difficulté que je ressens, et cette angoisse et cette douleur que je ressens partout, cette pauvreté de l'imagination, ça veut dire crainte et manque d'espoir, qui sont des choses très, très destructeurs pour les humains. Alors, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer de sortir de là parce qu'on a plus de pouvoir, ou on est plus puissante, ou on est plus diverse et on maîtrise mieux notre imagination pour le faire? Ou est-ce que, et là je reviens sur une tradition de 3000 ans, du Tao, est-ce qu'on peut être mieux dans le being, ça veut dire dans l'être, point. Ça veut dire que l'être maintenant est ce qui compte, et le sens, meaning, le sens de ce que je ressens est dans son ensemble, parce que là on revient vers la performativity. C'est que si on est lié au monde autour de nous en sens de being, notre façon d'instrumentaliser notre imaginaire peut être différente. Et on a moins d'exigences d'être sûr de demain ou de sentir en contrôle et en sécurité parce que demain est sécurisé. Mais on est plutôt dans le sens que j'ai bien vécu, si je meurs en 2 minutes, ça va, j'ai bien vécu. Il me semble qu'il y a un point important quand même à remettre en perspective, qui est de dire, enfin de rappeler peut-être que, en tout cas, moi, ce que j'appelle la prospective, ça n'est pas la seule forme d'anticipation, qu'on n'ait pas un discours qui soit totalement totalisant. Ça veut dire tenir un discours sur la prospective, réfléchir sur la prospective, ça n'est pas réfléchir sur l'ensemble des formes d'anticipation, et c'est pas faire comme si l'ensemble du futur appartenait au registre de la prospective. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important aussi à mettre en exergue, parce que ce qu'on peut mobiliser comme futur à titre personnel ou même dans des collectifs pour pouvoir se mettre en action à un moment donné, ça va dépendre considérablement du type d'organisation, du type d'individu, du type d'être, pour reprendre ton mot, que l'on est. Je ne vais pas mobiliser à titre personnel les mêmes imaginaires du futur que ceux que je vais construire quand je suis un organisme public qui doit décider du choix d'un certain nombre d'infrastructures qui, qu'on le veuille ou non, vont durer pendant un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, j'utilise assez peu la méthode des scénarios et l'identification des variables dans mes choix personnels de vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il me semble que là-dessus, on est effectivement dans une diversité de formes d'anticipation qui sont relativement complémentaires et qui sont des formes d'anticipation complémentaires dans le sens où elles ne répondent pas tout simplement aux mêmes enjeux, aux mêmes questions, au même type d'organisation. Est-ce que vous partagez à peu près ce point de vue? Et puis rapidement, si vous voulez bien, et puis après on prend 1 ou 2 questions. Je vais peut-être commencer. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure la prévision, la modélisation, je sais pas, l'évaluation socio-économique, mais je me suis arrêté là parce que on manquait de temps. Mais je voudrais insister sur 2 ou 3 autres registres qui existent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de prospectives qu'il n'y a pas de stratégie. Ça continue à être normatif, ciblé, la logique de projet, un budget, un délai, une cible, etc. Enfin, la stratégie, en tout cas, je parle là encore pour la chose publique, la pensée stratégique, y compris la pensée planificatoire, dans un des pays du monde qui a été le plus planificateur après le bloc de l'Est dans les années 60-70, c'est quelque chose qui reste très très rationnellement important. Et c'est une des façons aussi d'imaginer l'avenir. Je dirais la méthode de l'absence de méthode, c'est-à-dire l'intuition, l'impulsion politique. Il faut dire que ce n'est pas simplement résiduel, c'est constant, c'est permanent, c'est puissant, et ça permet parfois de prendre d'excellentes décisions. Travaux de sociologues montrant, par exemple, que entre les lignes de métro décidées il y a un siècle et les lignes de métro décidées un siècle après, les processus de décision devenant tellement complexes qu'on n'arrivait pas à intégrer l'ensemble des incertitudes, au fond, en 7-8 ans, on avait pris des décisions infiniment moins adaptées à des besoins sociaux que des coups de tête à un moment donné qui étaient sans entourage statistique ou autre. Donc, alors je ne veux pas dire que l'intuition est la meilleure des décisions politiques, mais il va de soi que la décision, c'est comme le dessin rapide de Cocteau qui
n'est que le résultat de tout un travail accumulé. C'est de la serendipity, la création, c'est à force de travailler. Donc voilà, c'est de la cristallisation de connaissances invisibles, mais ça reste très très important. Et puis des choses dont je n'ai pas parlé, mais auxquelles on est très très sensible du côté des cellules de prospective, y compris de l'État, c'est les romans, la création architecturale, le design de l'aménageur, l'innovation de l'ingénieur, etc. La prospective ne peut se faire qu'en ayant une culture générale qui confronte des perceptions, qui les associe, qui les décale, une pensée critique, maïeutique, on aurait dit autre chose avant, mais voilà, c'est systémique, aujourd'hui inspiré par les sciences cognitives. Donc la prospective, à la française, puisqu'on se plaît souvent à la distinguer, n'était qu'un des registres parmi d'autres à notre service pour avoir des exercices d'anticipation relativement rigoureux quant à l'avenir. Mais je suis absolument contre une pensée qui serait invasive, hégémonique, et qui ferait de la prospective une sorte de grande famille surplombante, une sorte de grand chapeau qui intégrerait le tout. Je pense que ce serait condamné à se rendre malheureux. La prospective est, et je crois restera, qu'un des registres parmi d'autres, des plus rationnels aux plus irrationnels, des plus subjectifs aux plus objectifs. Est-ce que vous voulez sinon on donne la parole à la salle? Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait Hugues qui voulait intervenir. Oui, moi j'ai lu, comme vous tous, le bouquin de Riehl, qui quand même soulève une vraie question. Je vais la caricaturer. Mais au fond, la question que tu poses, c'est « Mais de quel droit, avec quel pouvoir prétendez-vous agir sur l'avenir » Et si je m'arrête au mot « pouvoir », en plus, vous n'êtes pas le seul en scène. Il y a d'autres acteurs plus ou moins puissants qui n'ont pas la même vision, etc. De quel droit? Et j'ai envie de te répondre, de quel droit resterions-nous passifs face aux enjeux du futur? Parce que la passivité serait une autre manière d'hypothéquer l'avenir. Donc on peut tourner en rond longtemps là-dessus. Alors moi j'aime bien la formule qu'a reprise François, qu'on utilise à Futurib, qui est de dire l'anticipation est au service de l'action. Et donc il y a d'un côté la veille et l'exploration des futurs possibles, dont la vocation n'est pas de dire ce que sera l'avenir, mais de nous alerter avant que l'incendie soit déclaré sur des enjeux auxquels on peut encore faire quelque chose. Et donc, au profit de l'action. Et l'action, elle implique un pouvoir qui n'est pas infini, qui n'est pas total sur la scène, et une vision. Donc, cette dialectique de l'anticipation et de l'action, pour moi, elle est vraiment fondamentale. C'était une première remarque que je voulais faire. La deuxième, très rapidement, c'est sur la vitesse et le changement. Je trouve qu'on est faible en prospective dans l'appréciation des échelles de temps. Et ici même, on a dit... Tout va de plus en plus vite, notamment sur le plan technologique. Mais l'intelligence artificielle dont on parlait ce matin a 50 ans. Les modèles de simulation dont on parlait également ce matin a 30 ans. Et la diffusion des technologies se fait sous des conditions économiques, sociales, culturelles, qui sont, elles, très mal analysées et sur lesquelles les freins sont souvent très importants. Alors, je terminerai en disant que donc, je milite pour qu'on fasse très attention à ces phénomènes d'inertie et de changement et l'appréciation des échelles de temps. Et puis je terminerai en disant bravo à Cécile pour sa méthode 3D qui me paraît vraiment très robuste. Merci. Il y avait une question, monsieur, derrière. On va prendre plusieurs interventions et puis ensuite on laissera les intervenants répondre. Mais pas trop, hein, 3, 4, voilà. Non. Je voudrais poser une question en 2 étapes. La première, c'est reboucler avec la première intervention qu'il y a eu aujourd'hui de monsieur de René, qui appelait du coup une approche systémique. Je voulais savoir si, parmi les 8 grands principes de la systémique, lesquels est-ce que vous considérez que ces principes-là tiennent toujours et si vous y voyez des limites, parce que ça commence à être vieux. Et la deuxième, c'est par rapport à vous parliez des approches cognitives, je pense aux travaux d'Andy Clark, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, qui considère que la perception, c'est un problème inverse. Donc voilà, je voulais savoir, en fait, du coup,
qu'est-ce que vous pensez d'où on en est encore par rapport à la systémique et par rapport aux nouvelles approches qui vont très loin, du coup, du point de vue de la philosophie, de l'ontologie et de la perception? Merci beaucoup. Heureusement, je ne fais que animer cette table ronde et je laisserai les intervenants répondre avec une interrogation sur les 8 principes de la systémique. Vous n'avez pas le droit de prendre votre smartphone. Autre intervention. Oui. Je me présente, donc Robin Bourgeois, je travaille au CIRAD et je suis futuriste. Et je voulais faire une remarque, je suis pas tout à fait, enfin je vais utiliser les deux des 3D de Cécile sur décalé et dissent. Donc le dissent, c'est sur l'interprétation qu'a fait Hugues de la façon dont Riehl a écrit le livre, dont j'ai fait une revue. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire de quel droit on s'intéresse au futur, c'est de dire de quel droit certaines personnes s'intéressent au futur, alors que d'autres n'ont pas la capacité de s'y intéresser. Et donc, c'est l'idée de dire que les anticipations d'un certain nombre de personnes vont déterminer le futur d'autres personnes. Et la culture du futur que Riehl promeut, enfin pas lui seulement, mais tous les auteurs, c'est de dire tout le monde a le droit à réfléchir à son propre avenir et tout le monde a le droit à être lettré. Et ce droit à être lettré, c'est un des objectifs de la discipline de l'anticipation. Ce qu'on en fait après, c'est-à-dire le passage de l'anticipation à l'action, qui passe par l'ambition, de l'anticipation à l'ambition et ensuite à l'action. Il y a l'ambition, et cette ambition-là, elle n'a pas besoin d'exister pour être lettrée. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les prises de parole, si vous voulez bien, et je laisse donc les intervenants. Peut-être on va commencer par Daniel, puisque... Alors, je sais pas réciter les 8, si vous voulez. Oui, je sais pas réciter les 8 principes, mais je crois que par définition, un travail sur le futur, s'il n'a pas un petit lien avec la systémique, a un problème, ou avec la complexité. Et l'une des caractéristiques, c'est que justement, on n'est pas sur des dispositifs bien déterministes, avec des causes et des effets bien... Mais moi, ce qui m'intéresse quelque part quand je travaille sur les imaginaires, on est un peu en deçà de ça. Il y a quelque chose de ça, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est, au fond, ce qu'on attend d'un travail imaginaire, c'est une cohérence interne. Dans une complexité qui est une complexité entre le fait que, que je sois un designer fiction ou un auteur de SF ou un créateur de jeu, je dois mettre en cohérence deux choses. Un monde, c'est la partie world building, hein, donc et ce monde, il doit fonctionner en fonction des hypothèses qu'on s'est données. Il doit fonctionner. Et donc, il doit y avoir une cohérence entre les différents morceaux de ça. Et des personnes qui évoluent dans ce monde, qui éventuellement s'en satisfont pas, qui n'ont pas les mêmes objectifs, etc. C'est-à-dire des points de vue subjectifs. Alors, est-ce que c'est la même chose? Certainement pas. Est-ce que là-dedans se jouent des choses de cette nature-là, au sens où, en principe, si c'est bien fait, non seulement les personnes qui vivent dedans font des choses pas tout à fait prévues, mais en plus les personnes qui sont les lecteurs, qui reçoivent et qui de préférence sont mis en capacité, vont eux-mêmes en tirer leurs propres conclusions. À ce moment-là, oui, on serait peut-être dans une forme de phénomène d'émergence. Je ne vais pas rentrer sur la cognitive, mais le point sur lequel en tout cas je nous alerte, parce que pour moi en tout cas c'est de l'ordre d'une épiphanie aujourd'hui, c'est à nouveau ce que j'ai décrit comme les sciences des intrications. Le fait de sortir d'approches mécanistes du côté scientifique et directement disciplinaire, c'est un décalage du regard dont on a à peine commencé à percevoir les conséquences. Je ne dis pas qu'il est 100% neuf, je dis qu'il est en train de rentrer dans un très grand nombre de domaines, de pratiques, etc. Et nous ne savons pas nous représenter un monde dont nous ne sommes pas le centre aujourd'hui, et par exemple, dans lequel nous serions juste autrement intelligents que des sociétés de loups, pour prendre Morisot. Ça, c'est une transformation qui est absolument massive et qui, à nouveau, va passer, entre autres, par une transformation des métaphores fondamentales sur lesquelles nous fondons notre entendement et nos discussions. Et en plus, ces transformations ne seront pas nécessairement les mêmes de culture en culture. Merci. Cécile, tu veux... Non, j'aime beaucoup ce qui a été dit sur tout le monde a le droit d'être lettré quand il s'agit du futur. Et on est beaucoup autour de cette table à travailler à la mise en place d'une filière de prospective au sein de Sciences Po dans l'école d'innovation et de management. Et on travaille exactement là-dessus, sur qu'est-ce que ça veut dire que les gens soient lettrés pour faire ça, quelles sont les compétences, quels sont les formats d'enseignement. Et je pense qu'une des réponses qu'on peut avoir, c'est celle-là.
c'est d'investir la formation, de se poser la question de qu'est-ce qu'on met dedans, comment. Voilà, donc merci pour cette intervention et je pense qu'il y a beaucoup à faire en la matière sur comment on pense la formation, pas uniquement derrière la formation initiale, mais aussi les formations continues des gens pour que tout le monde soit en capacité de penser son avenir. Donc, je conclurai là-dessus. Merci. Et je peux enchaîner là-dessus que moi j'ai découvert que dans cette approche de diversification, c'est pas moi qui réclame, c'est pas moi qui prend un droit, c'est que j'observe cette diversité de manière de penser, d'utiliser notre imagination. C'est-à-dire que la façon que les humains anticipent est principalement par l'imagination, et je vois une énorme diversité de façons et raisons pour utiliser notre imagination. Et je pense qu'on a assez peu, en fait, développé. Et ce que je dénonce un peu comme pathologie et que je crains, surtout par exemple par la prévention ou la colonisation qu'on utilise beaucoup, c'est qu'on n'a pas diversifié et qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est possible et que c'est déjà fait. Et qu'on est aveugle à nos métaphores et nos structures narratives qui nous emprisonnent dans notre façon d'aborder les réalités et de aussi sentir et apercevoir et agir dans le présent. Ça veut dire qu'on est incapable, pour la raison de ce que j'appelle cette canalisation, de en fait profiter de la richesse de notre monde. Moi, je trouve que la question sur systémique et cognition sont très proches. Représentation, alors systémique, 8, 12, 14 ou 17 principes, oui, systémique, de toute façon, ça c'est évident. Toujours se laisser dépasser par son propre soi pour se confronter à l'altérité, la complexité, etc. Des représentations sociales de la réalité, pour revenir aux représentations, je pense que la prospective, c'est essentiellement une construction sociale et culturelle de la réalité. C'est un discours en acte, c'est une phénoménologie de l'esprit, j'y reviens, ça me paraît important, et j'associe les deux questions pour revenir sur la mondialisation. Il me semble important de se redire à nouveau que même si on fait beaucoup d'efforts, compte tenu de notre trajectoire historique, on est en train de faire des prospectives de plus en plus avec des rétroviseurs, parce qu'on est taraudé par la trajectoire historique qui a été la nôtre et qui n'est plus la nôtre, et qu'il faut absolument se décentrer, se décaler, aller voir au sud, aller voir à l'est, aller voir à l'ouest, comment ils vivent, comment leur vie à eux feront nos vies à nous, parce qu'autrement, on risque d'être extrêmement biaisé dans nos raisonnements et très très peu satisfait dans l'efficacité de nos politiques. Donc je plaide pour une mondialisation vraiment du décalage du regard. Il y a des vertus du détour. Quand on regarde les autres, souvent on se comprend mieux, mais surtout on voit l'avenir. Si on a été maître du temps, c'était parce qu'on était maître de l'espace. Maintenant qu'on n'est plus maître de l'espace, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on reste maître du temps. C'est beau. J'en ai déjà. Merci beaucoup. On va lever le camp si vous le voulez bien. Merci à vous pour vos interventions. Je crois que le message un peu clé et qui vous réunit, c'est notamment cette question de la diversification des acteurs de la prospective, des acteurs qui pensent le futur, et cette nécessité justement de pouvoir diffuser d'abord cette culture du futur, et puis d'être un petit peu à l'écoute de ce qui peut se faire, de ce qui peut le faire ailleurs, de l'intégrer dans nos organisations, dans nos propres visions du monde, etc. Merci à vous quatre. On se donne quelques minutes de conclusion, et puis après on vous libère, rassurez-vous. Juste un mot ou deux. D'une part, pour dire qu'on a été extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir pour ces 2 jours. Pour non pas faire une synthèse des sujets, mais quand même relever qu'il y a quand même un sujet qui est majeur et qui a quand même pendant ces 2 jours structuré l'ensemble de nos discussions. François Bourse l'avait dit hier en entrée de jeu, en présentant les résultats de l'enquête prospective, c'est quand même les enjeux environnementaux, alors tirés par les questions climatiques et la question de la dégradation des écosystèmes, qui est un sujet qui nous touche à la fois intellectuellement et puis qui nous touche aussi de manière émotionnelle. Et alors je pense que c'est très important parce que finalement, dans ces 2 jours, ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, aujourd'hui, un des grands défis de la prospective ou de la réflexion, disons de l'introduction du long terme dans nos actions, c'était cette capacité, d'une part, à penser
des futurs alternatifs. Et en fait, aujourd'hui, on est obligé de penser des futurs alternatifs parce que la simple continuation des événements tels qu'ils se construisent aujourd'hui ne permet pas de construire un futur qui soit un futur pensable. Donc on est obligé de penser des futurs alternatifs. Et que pour penser ces futurs alternatifs, nous avions besoin à la fois de mobiliser des éléments qui sont des éléments issus de la réflexion, de l'analyse, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont des courroies de rappel et qui sont des éléments qu'il serait peut-être dans une certaine mesure un peu criminel de ne pas prendre en compte, et en même temps des éléments qui sont des éléments qui relèvent davantage des émotions, de la façon dont on peut avoir un rapport sensible au futur qui est la seule façon de pouvoir effectivement faire en sorte que les gens s'impliquent dans la construction du futur et soient véritablement acteurs de leur futur, ce qui est quand même la mission première de la prospective, et on l'a rappelé dans la dernière table ronde. Donc ça, je crois que c'est un peu le message fort. Alors c'est le message aussi qu'on essaye de véhiculer à travers Futurible et qu'on essaye de nourrir un petit peu en permanence, de renouveler aussi dans les approches, car on a besoin de renouveler en permanence les approches de prospective, mais en restant véritablement aussi fidèle à cette mission qui est d'essayer de faire en sorte que cette anticipation, comme le rappelait Hugues, soit véritablement au service de la capacitation des acteurs, comme on dit, ou du fait d'accroître les capacités d'action des différents acteurs, qu'ils soient individus, qu'ils soient réunis dans des collectifs, qu'ils soient dans des structures très organisées. Quelques mots rapides pour remercier beaucoup ceux qui ont permis que ce Forum des Futurs, dans sa deuxième édition, soit possible. Alors je prends mes petites notes pour n'oublier personne. La première chose, c'est que je remercie beaucoup les intervenants qui, dans un monde de l'urgence, de la sollicitation permanente, etc., ont accepté de prendre un petit peu de temps pour participer de manière extrêmement impliquée et investie dans ce Forum des Futurs, et en évitant des discours langue de bois ou tout fait. Donc je le remercie vraiment particulièrement. Merci également aux traducteurs. Alors j'espère que Bruno, le discours de Bruno les a pas totalement perdus, mais je les félicite si jamais ils ont réussi à tenir le coup. Donc merci beaucoup à eux de nous avoir accompagnés pendant ces 2 jours. Merci évidemment aux partenaires qui ont rendu possible cette édition du Forum des Futurs. Donc d'abord à Univers Sciences, donc l'établissement public qui réunit la Cité des Sciences qui nous accueille et puis le Palais de la Découverte, qui nous ont accueillis et qui nous ont soutenus dans l'ensemble de l'organisation de cet événement qu'on a conçu ensemble il y a maintenant plus d'1 an. Donc on remercie beaucoup son président qui a ouvert hier nos travaux. On remercie Raled Zatout qui dirige la mission ou le département prospective et grands événements. Puis on remercie aussi particulièrement Anne Panafieux qui a contribué, qui s'est investi personnellement beaucoup dans la réussite de cet événement. Et puis merci évidemment à tout le staff technique qui depuis 2 jours fait en sorte que nous ayons de la lumière et du son. Je veux bien qu'il le garde encore 2 minutes, mais merci beaucoup à l'ensemble de la régie. Merci aussi aux autres partenaires, donc Movinon Lab, Eric Grab et Alexis Ofergel, qui je crois sont déjà partis, mais qui ont permis donc aussi d'accompagner cet événement, qui sont des partenaires fidèles puisqu'ils avaient déjà soutenu la première édition du Forum des Futurs au Futuroscope. Merci beaucoup à Spaceable et donc au CNES, et notamment à Muriel Lafaille, qui est peut-être aussi partie, et à Michel Fopp d'avoir soutenu aussi cette initiative qui participe aussi de leur volonté de construire un écosystème autour de la prospective du spatial. Merci évidemment à l'ensemble de l'équipe Futurible qui s'est investie massivement aussi pour faire en sorte que cet événement se déroule bien. Donc vous avez dû voir l'ensemble de l'équipe en fait pendant ces 2 jours à l'accueil, vous orientant. Si vous êtes encore là ce soir, c'est parce qu'ils étaient là. Donc merci beaucoup à eux parce que c'est pas forcément notre métier que d'organiser des événements, et en même temps on a eu un investissement important de l'équipe qui a permis que finalement tout se déroule parfaitement bien, avec une mention peut-être spéciale, d'une part pour Cécile et François, Cécile Desonnet et François Bourse, qui sont beaucoup investis, notamment sur les contenus, sur l'enquête, sur aussi le travail avec les étudiants, sur la conception des séquences, sur l'animation des séquences. Donc merci à eux. Et puis un grand merci aussi à Aude Ougnag, qui sera contente de pouvoir... Tu te lèves, Aude, qu'on puisse te voir, de pouvoir dormir ce week-end. Voilà, puisque c'est elle qui a fait en sorte que tout se passe bien, car tout s'est à peu près bien passé, je crois. Voilà, jusqu'à présent. Et puis merci évidemment à l'ensemble des participants et à l'ensemble des membres de l'association. Merci à vous d'être restés, d'avoir participé avec empathie
ou sympathie à ces 2 journées. Donc merci à vous. Et puis on vous donne rendez-vous d'abord dans les activités régulières de l'association Futurible International à laquelle il faut adhérer si vous n'êtes pas encore membre. Et puis sinon on vous donne rendez-vous dans 2 ans, peut-être ici, dans un autre forum des futurs. Merci à vous et bon week-end.